bonjour, merci de me recevoir dans ton cabinet. Ça fait bizarre parce que là, j'ai pas les chiens. Ah bah oui, ça fait plaisir de te recevoir quand même. Je suis là pour que tu nous partages tes connaissances. Et j'aimerais pour commencer cet entretien, qui sera peut-être en plusieurs parties, on verra où nous mène la conversation. En tout cas, je sais d'où je pars, je vais partir de ton livre. Oui. Donc l'animal, miroir de l'homme, que tu as écrit il y a une dizaine d'années maintenant. Oui, 2005. C'est plus que ça. Donc l'animal, miroir de l'homme. Tu as fait en fait une constatation pendant l'exercice de ta profession, donc tu es vétérinaire, ça depuis pas mal de temps. Oui, mais quand je parle, je ne peux pas parler en tant que vétérinaire. Tu parles en tant qu'Olivier Gandry. Qu'auteur, si tu veux, de cet ouvrage, ou d'Olivier Gandry, qui a une certaine expérience des médecines. Voilà, mais tu exerces quand même ton métier. J'exerce cette profession, mais je ne peux pas me positionner en tant que diplômé de cette profession. Et tu prends quand même des cas dans ce livre, bien sûr, qui sont des cas que tu as observés en fait. Donc c'est en fait une, je dirais, ce sont les pathologies que tu trouves en fait sur les animaux, que tu constates sur les animaux. Assez souvent, il y a une corrélation avec le maître en fait de l'animal. Oui, c'était un cadeau pour moi de faire ce constat. Mais alors, c'est vrai que quand on lit cet ouvrage ou quand on en parle, on peut dire mais c'est une évidence, puisqu'on a le sentiment des fois d'avoir presque la même image entre le maître et son animal. On se dit mais ils se ressemblent. Ils se ressemblent, oui, pourtant dans les détails ils ne se ressemblent pas. Il y en a un qui a une truffe et l'autre qui a un nez, donc c'est pas possible. Mais c'est comme s'il se plaquait quelque chose entre l'un et l'autre qui fait qu'il y a bien un lien entre les deux et que donc qu'on trouve une espèce de ressemblance. Donc ça paraissait une espèce d'évidence, mais pourtant ça n'avait jamais été écrit. Et en fait là où ça va plus loin, si tu veux, c'est que ces points de connivence, ces points de ressemblance vont jusqu'à la pathologie en fait. Et c'est là que c'était une découverte étrange et énorme. En fait. Alors tu exerces depuis combien d'années ? Je suis ici depuis 1986 et avant j'ai exercé un peu avant. Et tu es diplômé donc de Maison Alfort ? Ça doit être de 82 je pense. Qui est une grande école française donc il n'y a que des grandes écoles. Il y a que des grandes écoles. En France. En France. La Maison Alfort quand même c'est très réputé. Ouais. Bon. Comment ça se fait que tu aies fait ces constatations, que tu travailles aujourd'hui là-dessus, par rapport aux autres vétérinaires, je dirais, de la profession, à tes collègues de travail ? C'est un peu des phénomènes que tu ne contrôles pas. C'est un peu c'est comme un acharnement du monde à t'éveiller. Et peut-être ce qui fait la différence. Pourquoi chez moi il y a eu des passerelles possibles d'éveil en fait, et de constat. Alors, ça s'est fait sur un certain nombre de choses, et donc sur l'exercice des médecines. Parce que moi au départ, j'exerce l'homéopathie, je peux te dire qu'au départ j'étais contre. J'étais contre cet exercice. On vous enseigne l'homéopathie à la Maison Alfort ? Non. Et donc pour moi, c'était comme, dans ma famille, c'était comme ça que c'était décrit et jugé, c'était du charlatanisme. Ça l'est encore pour beaucoup de personnes. Et ça l'est pour beaucoup, alors qu'en fait, maintenant on est au stade de l'ordinateur, des fréquences de biorésonance, en fait, qui sont la partie la plus moderne de l'homéopathie ancienne. C'est le même principe. Tu peux nous dire comment fonctionne l'homéopathie ? Oui, on peut considérer que l'univers, c'est de l'énergie et de la matière. Ça, tout le monde est d'accord, avec E égale MC2. Mais si tu regardes bien, l'univers est complètement organisé. Donc on peut dire que le monde, c'est de l'énergie, de la matière et de l'organisation. Et l'organisation, si c'est de l'organisation pure, si elle n'est pas énergie et matière, tu peux te poser la question. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on connaît dans notre monde qui est de l'organisation pure ? Or, ce qu'on connaît dans notre monde qui est de l'organisation pure, c'est l'informatique. L'informatique, c'est pas de l'énergie, c'est pas de la matière. Et c'est quoi l'informatique ? C'est une langue. Du COBOL, du BASIC, du Fortran. Si tu ramènes ça à la biologie, qu'est-ce qu'il y a une structure linguistique, informatique dans ta biologie ? C'est assez facile à trouver, c'est l'ADN. L'ADN sont des codes ou des normes d'organisation de ton énergie-matière, ça colle bien. Eh bien, l'homéopathie sont des codes ou des normes stockés dans un cristal de sucre, comme ton programme informatique est stocké dans un cristal de quartz.
C'est le même principe. Ça veut dire que notre réalité est supportée par un champ informationnel. Sinon, il n'y aurait pas de possibilité de lecture d'un code, de n'importe quel code. Si tu veux faire un jeu vidéo, il te faut une trame pour faire un jeu vidéo. Tu ne peux pas construire des décors ou un personnage ou un personnage interactif avec des objets s'il n'y a pas d'abord une trame informatique. Et après, les uns les autres qui jouent avec l'informatique ont construit des tranches, on pourrait dire, ou des niveaux, et puis au final, tu as un beau jeu vidéo. Ben, c'est un peu la même chose pour nous. S'il y a un code génétique, c'est qu'il y a des codes. Donc il faut bien des lecteurs de code. Et après, ces lecteurs de code, il lit quoi? Il faut bien qu'il y ait une possibilité de lecture. Donc une mathématique de base, en fait. Bon, donc c'est un peu le même principe. Donc l'homéopathie, si tu veux, ça s'appuie sur cette réalité-là. C'est-à-dire qu'il y a une gamme informationnelle qui supporte, ou qui plutôt se condense en une matière. Qu'est-ce qu'ont fait les homéopathes? En fait, ils ont dilué et dynamisé la matière jusqu'à faire disparaître la matière et ils n'aident plus que dans la forme informationnelle. Ce qui revient maintenant, je te dis, au traitement de biorésonance ou autre, avec des banques de données qui sont maintenant stockées dans des ordinateurs, qui sont envoyées dans des générateurs de fréquences et qui sont envoyées vers l'individu. Mais c'est exactement la même chose. Ça date de quand l'homéopathie? Hahnemann, je ne pourrais même pas te dire exactement la date exacte, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'à cette époque-là, empiriquement... Oui, parce qu'il n'y avait pas en fait les outils informatiques. Ben non, c'est incroyable qu'ils aient réussi à faire ça. Il fallait... Alors, c'est vrai qu'il y avait, je dirais, un autre esprit, parce que le terme est juste, ils avaient la compréhension ésotérique que l'univers est porté par autre chose, qu'on pourrait appeler un monde de l'esprit. Nous, on l'appellerait plutôt aujourd'hui, justement, le monde de l'information, en fait, la structure quantique de l'univers. Ben, eux, si tu veux, l'appelaient esprit. Et donc, ils cherchaient au cœur de la matière première, matière primera, hein, donc il y a quand même une recherche alchimique là-dedans. Qu'est-ce qu'est le support de cette réalité matérialisée? Donc l'esprit. Donc ils cherchaient l'esprit caché dans les choses. Et donc dans la dilution-dynamisation progressive, ben, c'est ce qu'ils trouvent finalement. C'est l'esprit de la chose. Mais l'esprit de la chose, quand tu la donnes, ben, c'est un code en fait. C'est un code de normes. Et donc quand tu donnes un remède homéopathique, tu donnes un code, et le corps s'appuie sur ce code pour retrouver la bonne direction. Il se réaligne. Est plus, excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce que l'animal est plus réceptif à l'homéopathie que l'humain? L'humain, on peut dire quand même qu'il est pollué par son environnement. On parlera justement de la relation de l'homme dans son environnement. Ouais. Mais est-ce que l'animal, justement, est resté, entre guillemets, plus pur que l'humain, donc plus réceptif à l'homéopathie? Est-ce que tu as pu le constater, ça? Alors, l'humain, il est plus complet que l'animal, au niveau de sa structure d'organisation. Si tu veux, il a un mental qui est mental concret et mental abstrait, et dans son mental concret, il y a des jeux de croyances qui peuvent être bloquantes de sa propre conscience. Du coup, si tu as une croyance bloquante par rapport à un traitement qu'on t'envoie ou qu'on te propose, ça ne fonctionne pas. Eh ben, non, c'est toi qui as mis une barrière. L'animal, en fait, n'a pas cette non, alors, plus ou moins, puisque comme il est connecté à son maître, et que si le maître ne croit pas au traitement que tu donnes à son animal, ça ne marchera pas non plus pour ton animal. Il faut que en fait, le maître soit également réceptif. Disons que c'est plus facile. C'est plus facile. Quand est-ce que tu as commencé à soigner les animaux avec l'homéopathie, à faire cette relation? C'est cette relation ce que je te disais tout à l'heure, c'est des bornes. C'est empirique. Oui, c'est empirique. Il y a eu un déclencheur, tu te rappelles? Oui, un déclencheur, oui, je m'en souviens très très bien. C'était un chien qui avait un hygroma du coude, donc c'était des chiens qui sont des gros chiens en croissance. Et ils frottaient son coude. Ces chiens-là, il y a beaucoup de poids. Et quand ils frottent leur coude au sol, ça peut créer une réponse, ce qu'on appelle un hygroma, une boule d'eau. Et dans la littérature vétérinaire, bah, tu les opères, tu enlèves la boule d'eau. Bon, en fait, ça n'en règle pas le problème, puisque en fait, c'est le traumatisme qui a provoqué la boule d'eau. Donc quand tu l'enlèves, de toute façon, le traumatisme est toujours là. Si le chien remet le coude au sol, il recommence. Hein. Et c'est ce qui s'est passé pour ce cas. C'est-à-dire que je l'ai bien opéré, j'étais très fier de moi. Et puis 3 jours après, il s'est remis ça. Donc j'ai mis un drain, parce que de toute façon, j'étais obligé de recommencer.
Et puis 4 jours après, il avait avalé le pansement, le drain. Ça partait vraiment en grosse difficulté. On a eu de la chance de le faire vomir. Il a vomi son pansement, mais moi j'étais mal parce que j'avais appliqué la théorie dans la pratique et ça ne donnait pas le final qui était proposé. Donc comme j'allais perdre mon client et que même si je connaissais que très peu de choses de l'homéopathie, je lui ai proposé Arnica. Arnica qui est le remède du traumatisme, parce que de toute façon c'était le seul que je connaissais à l'époque. C'est le plus connu. Et oui. Et puis 2 jours après, il m'a dit ça y est, c'est guéri, il n'y a plus rien quoi. Et là, je me suis dit, non, mais je ne peux pas condamner quelque chose sans l'avoir au moins essayé. Et donc ça a ouvert des portes, et puis ça a ouvert des portes sur tout un tas d'autres choses, du coup. Parce que tu dis, mais attends, pour l'homéopathie, j'avais fermé la porte sans avoir ouvert, simplement entrelacé, voir ce qui s'est passé derrière, mais le reste, parce que tu as tout le reste. La perception de l'énergie, la perception de l'information, et pourquoi les médecines indo-tibétaines qui ont pu marcher pendant si longtemps, elles seraient tout d'un coup devenues stupides. Et pourquoi les chamans qui font des choses extraordinaires, pourquoi tout d'un coup, parce qu'on a découvert certaines lois de la physique, il faut les jeter? Non mais c'est incohérent, ça n'a pas de sens. Est-ce que tu penses que justement cette médecine allopathique, on peut faire la relation aussi avec ce qui nous arrive aujourd'hui, bien entendu, hein. Est-ce que cette médecine allopathique a fait, je dirais, abstraction de toutes ces médecines traditionnelles, anciennes C'est voulu. C'est quelque part, c'est voulu. L'humain est un être complexe, multiple. D'ailleurs, tu le vois dans des incohérences. Bon, tu le vois dans toutes les incohérences actuelles, mais tu as des incohérences qui sont évidentes. Tu vas voir un psychologue, il va creuser dans tes profondeurs pour faire ressortir le blocage mental et la réaction émotionnelle qui va avec, qui t'a créé des symptômes physiques. Donc il va aller chercher au plus dans tes tréfonds, voire il va te mettre sur hypnose, sortir quelque chose qui a été avalé, pour te libérer de la charge énergétique, on peut dire, de la trame d'informations que tu as vécue dans un drame, par exemple. Alors que tu vas le lendemain du drame, chez le médecin, parce que tu as une angine, par exemple, pour un gamin, tu vois, il a une angine, il a une angoisse, il a une angine, et au lieu de dire ou de savoir qu'est-ce qui s'est passé hier chez tes parents, ah mais ils se sont engueulés, c'est pas ton affaire, c'est l'affaire des parents, t'as rien à prendre là-dedans, c'est pas toi la cause de ce problème, ben non, on donne de la cortisone. Donc on refoule en profondeur le problème, la charge émotionnelle. Et donc, si tu veux, il y a 2 courants qui s'opposent là, qui s'inversent. Pourtant, c'est le même monde et c'est les mêmes médecines. C'est juste 2 professions qui agissent sans même le savoir, d'une façon inversée. C'est pas cohérent. Donc ça veut dire que quelque part, oui, on a trop cisaillé l'humain en bout, et donc en spécialité médicale, alors qu'en fait, non, tu ne peux pas dissocier le corps de l'émotionnel, du mental, des croyances, des événements vécus la veille ou l'avant-veille, et tout ça est uni. Et quand tu y colles l'animal en plus, bah, il est au milieu de tout ça. Donc lui-même absorbe toutes ces choses. Et à l'heure actuelle, le caractère de l'humain, du vivant unifié, c'est un peu ce qui est d'ailleurs imagé dans le film Avatar, sur Pandora. Bah, c'est notre réalité. Tout est interconnecté. Parle-moi justement de cette interconnexion Oui. non localisée. L'homme dans son environnement, comment cet environnement peut avoir un impact sur un être vivant? Alors ça, c'est extrême, parce que, si tu veux, l'environnement, c'est le monde extérieur, a un impact sur ton monde intérieur. Ça, c'est la vision la plus classique. C'est « je suis victime de la situation extérieure ». Elle est réelle, mais elle n'est pas suffisante. Et tu le vois, tu en as des preuves. Le matin, tu te lèves, je ne sais pas pourquoi tu es joyeux. Imaginons, je ne sais pas, tu as peut-être fait des rêves qui ont ouvert des canaux. Et tu te sens bien cette journée. Et tout est facile cette journée-là. Les choses se passent facilement, tu as des synchronicités, tu rencontres des gens sympas. Tu as passé une bonne journée, super journée. Et puis le lendemain, ou peut-être une semaine ou 10 jours après,
Je sais pas, tu as eu des contrariétés, des machins, tu as une nuit compliquée, tu te réveilles, et c'est une journée, comme diraient certains, de merde. Et là, on dirait qu'on te met des bâtons dans les roues, quoi. Et donc là, tu es victime du monde. Pourtant, donc non, ça vient de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, puisque le matin... C'est toi qui peux provoquer ce genre... Évidemment, bien sûr. Donc quelque part là-dedans, il faut prendre en compte les deux choses. Tu dois considérer que le monde extérieur, le monde intérieur, c'est des jeux de miroirs, et ne pas les dissocier l'un de l'autre. C'est-à-dire que si tu as un monde extérieur qui est un foutoir, tu dois aller dans ton monde intérieur et décider dans un travail d'imaginaire de le modifier en t'encadrant de techniques, tu vois, qui vont monter tes fréquences, par exemple. Et du coup, tu vas arrêter le processus. C'est un peu ce qu'on appelle les événements en chaîne où tu t'en prends un coup, t'en prends un deuxième, t'en prends un troisième. Mais si déjà, au premier coup, tu es en attente du deuxième, parce que tu te mets en posture de prendre un coup, tu vas en avoir un autre. Il y a d'ailleurs dans les textes des choses comme ça qui te disent à celui qui a, on donnera encore plus, à celui qui n'a pas, le peu qu'il a lui sera retiré. Mais c'est exactement cette histoire. Si tu te mets en champ de croyance à recevoir de la pauvreté, des coups, mais tu vas les prendre, puisque tu crées ta réalité. Sauf que comme tu es positionné en tant que victime et que tu ne sais pas que tu crées ta réalité, tu es victime de ta propre créativité. J'ai des gens, ils ont toujours des pépins. Et puis tu les entends au téléphone, il n'y a pas 5 mots sans qu'il y ait un mot merde. Et je leur dis, mais attendez, si tu veux changer ta réalité ou tu veux changer ton monde, change déjà ton langage. Parce que là, il n'y a pas 2 mots sans que tu te mettes en posture de baigner les pieds dedans, quoi. Et les pieds, je suis gentil, parce que ça finit par te gagner totalement. Donc oui, mon intérieur, mon extérieur, c'est extrêmement important et interactif l'un avec l'autre. Et ça l'est évidemment dans un soin aussi, du coup. Parce que quand tu reçois un animal, si tu es dans la peur de l'animal que tu reçois, parce qu'on te le présente comme un animal dangereux par exemple, mais c'est foutu. Le rapport va être un rapport de force. Il y a quelque chose d'assez énorme d'ailleurs avec ça. Parce qu'un animal, il a la trouille, il t'envoie une onde de peur. Et comme je suis un peu sensible du fait d'exercer ces médecines-là, tu reçois cette onde de porte comme quelque chose qui te traverse. Tu sais, l'impression quand tu es sur l'autoroute et que tu traverses un rideau d'eau, puisque tu arrives dans une tempête, là, ça fait ça. Et si tu réponds à ton instinct de défense qui est, tu montes le ton, tu pousses, ça fait écho à sa peur et tu confirmes sa peur. Et on rentre en conflit. Et si au contraire tu laisses glisser ça, en acceptant que c'est sa peur, et que même toi tu peux avoir peur, mais tu restes zen, l'affaire s'arrête tout de suite. Il n'y a pas d'écho à la peur et l'animal reste zen. Mon intérieur, mon extérieur, tu ne peux pas les dissocier. Tu dois apprendre à fonctionner l'un avec l'autre, balancer de l'un à l'autre tout le temps. Quel est le rôle de l'animal justement dans cette relation avec notre environnement? Est-ce que l'animal a un rôle à jouer auprès de l'homme? Un chat ou un chien? Alors chaque règne a son rôle. Chaque règne a son rôle et l'homme est, on pourrait dire, et tous les règnes. Il règne minéral parce que sinon il n'aurait pas d'os, il n'aurait pas de chimie, il n'aurait pas d'enzymes. Il est le règne végétal, sinon il n'aurait pas poussé comme une plante. Et il n'aurait pas cette capacité à être paisible, en fait. Il a le règne animal, sinon il n'aurait pas d'état émotionnel et de capacité de mouvement. Et puis après, il est le règne de la pensée, il est le règne du mental, il est au-delà. Et il est le règne spirituel. Bien que le règne spirituel, ça soit tous ces autres règnes en même temps. Bon. Et donc, chaque règne joue son rôle avec toi. C'est-à-dire que le minéral va avoir un caractère de pureté comme le cristal en fait, qui peut te permettre d'avoir un silence, créer un vide duquel sortent les idées, sortent les pensées, sort la création justement. Et puis le règne végétal va être quelque chose qui va te relier terre-ciel, comme une plante qui te relie terre-ciel.
Et donc tu vas pouvoir te nourrir de cette énergie éthérique, de cette vitalité. C'est d'ailleurs pour ça que, et moi je vous le conseille, hein, quand vous êtes fatigué ou autre, allez embrasser des arbres. Parce que tu es là, tu as un système racinaire qui t'accroche dans le sol, qui redonne la vitalité de la terre, et en même temps que tu as un système racinaire de ciel, qui sont les branches. Et le monde animal, c'est un apaisement du cœur, c'est un apaisement de l'émotionnel, qui est principalement la cause des pathologies actuelles. Donc quand tu vas caresser un chien, et ça t'est mesuré, hein, ton stress, ton hypertension se calme. Donc l'animal, il a ce rôle d'apaiser tes états émotionnels. Il est sur le plexus solaire, quelque part. Et donc, il participe, c'est un compagnon, un fidèle compagnon. C'est comme ça qu'on le décrit, d'ailleurs, on ne se trompe pas. Et puis après, tu peux aller chercher autre chose, tu vois. Mais tous les règnes ont un rôle. Et donc, oui, le règne animal, l'animal de compagnie. Après, lui, il a aussi un bénéfice. C'est-à-dire que l'animal de compagnie, il cherche la proximité de l'homme, pas pour rien quand même. Pourquoi il a fait ce choix d'aller attendre toute la journée des gens et d'être proche de son patron? Il se dépasse d'un endroit, ils vont se coller à lui. Et puis ils prennent des comportements bizarres. T'as des chiens qui sont racistes parce que les maîtres sont racistes. T'as des chiens qui se mettent à aboyer dans les voitures à tous les gens qui conduisent parce que t'as un propriétaire qui est là, qui supporte pas qu'on fasse un... Il n'a pas mis son clignotant ou je sais pas quoi, et t'as le chien qui se met à aboyer, quoi. C'est un truc de fou. Donc, on peut dire que dans sa proximité, il prend un nom. Il prend une personnalité, celle de son maître. Et ça le fait sortir d'un schéma de troupeau à un schéma individuel. L'humain était à la fois une espèce d'âme-groupe, et puis en même temps, une individualité très forte et poussée. L'animal, au travers de cette proximité, développe des caractères particuliers qu'il a chopés chez son maître, en fait. Peu importe les races. Peu importe les races. Après, dans toutes les races, tu vas avoir même des cas assez hallucinants. Tu dis, oh, celui-là, il est au-delà des autres. Toi. On pourrait presque faire des mesures de niveau de fréquence de l'animal. Il y en a certains qui sont vraiment particulièrement... Wow, tu te dis, celui-là est sacrément éveillé. Oui. Il n'y a pas une notion de race là-dedans. C'est plus la force de l'amour du lien qui nourrit l'individu, en fait, animal. Il y a quelque chose qui est nourri par l'amour et qui crée par cet amour une structuration complémentaire. À la limite, c'est comme si on pourrait dire que, et c'est clair parce que c'est la même chose en humaine, tu mets un enfant dans un orphelinat, il s'éteint, il s'appauvrit, toi. Et ben, tu prends un animal, tu le laisses tout le temps sur un balcon, il ne va pas se dilater. Sa conscience ne va pas se dilater. Et du coup, sa personnalité ne va pas se dilater. Et l'intérêt qu'il représente quand tu es avec lui, c'est pas le même. T'en as un, il est terrorisé, il est dans un mode fantomatique. Et puis l'autre, il comprend tout, tu peux lui faire n'importe quoi, il peut te vider, je sais pas, les poubelles, il te les emmener, je sais pas où, aller chercher ton journal. Tu dis, waouh, super cet animal. Ouais, mais attends, il n'est pas arrivé comme ça par hasard. Il y a eu un lien entre les maîtres et les animaux qui fait qu'il est devenu plus qu'un autre qui est abandonné, quoi. Bien sûr. Et la différence entre les chats et les chiens, on dit que les chats sont dans la maison pour justement supprimer ces mauvaises énergies, voilà. Ouais, le chat est très... protection, et souvent, enfin moi, on a aperçu, tu connais nos chiens, hein, et en fait j'ai l'impression qu'ils voient des choses certaines fois. Le chat est très médium. C'est pas pareil. Et moi, tu veux, alors ils sont beaucoup sur le plexus solaire. Les plexus au-dessus sont plus du côté de l'humain. Ils sont beaucoup sur le plexus solaire. Et moi, je dis que le chien est électrique et le chat est magnétique. Tu sais qu'on utilise les pots de chat là, à l'école, tu te souviens de ça? On frottait la baguette de plastique, et on avait l'électricité négative, et avec du nylon, on avait l'électricité positive. Le chat est très magnétique et il est bizarre, hein, parce que quand il est avec toi, en fait, il te regarde, il se met de côté, et moi je fais ça quand je travaille dans l'énergétique. Ouais. Je me décale, comme si je me mettais dans une autre réalité.
eux font ça naturellement. Ils se décalent et ils sont à fond avec toi. Et ils sont comme ça avec leur dos. Ils font ils ronronnent ou peu, mais on dirait une machine. Et ils sont en connexion avec toi sur un autre plan. Pas le chien, lui il est franc. D'ailleurs, on te décrit le chien comme étant franc et le chat comme ne l'étant pas. Le chien il est franc et là, il te regarde, il tire la langue, il t'avale. Et donc si tu veux, il t'avale par le ventre, le chat travaille par le dos. Donc c'est des polarités différentes, c'est pas pareil, ça marche pas pareil. Ils sont différents l'un de l'autre. C'est étonnant de voir ça, ils sont marrants. Et tu as plein d'histoires sur des chats. Les chats, par exemple, retrouvent facilement leur maître, même dans des lieux où ils ne sont pas allés. Moi, j'ai vu des trucs sur les chats. Je me souviens d'une cliente qui m'a dit, écoute, ça fait 6 mois que mon chat est parti, il me manque terriblement, t'as pas une astuce pour le faire revenir? Je dis, bah oui, tu baisses tes ondes cérébrales, tu te mets en état alpha, tu le visualises, et puis tu le fais venir. C'est-à-dire que tu te mets à sa place, tu le fais marcher sur la route, tu le fais marcher chez les voisins, sauter, rentrer chez toi. Elle a fait ça le soir même, le chat est rentré à la maison, quoi. Et j'en ai 2, 3 autres qui avaient perdu leur chat en vacances. Ils ont donné rendez-vous à l'endroit où ils l'avaient perdu, à telle heure, au moment où le soleil déclinait, ils sont allés, il était là, quoi. Ça, tu vois ça avec les chats, tu n'arrives pas à faire ça avec les chiens. Il n'y a pas d'explication rationnelle à ça? Rationnel, tu sais, même des explications rationnelles dans certains pays sont considérées comme farfelues dans d'autres. Tu sais, tout ce qui est du domaine de la parapsycho et tout ce que tu veux, en Russie, ça fait partie des modèles de recherche fondamentaux qui ont même été utilisés par l'armée pour espionner d'autres endroits, tu vois. Mais tu parles de ça en France, ça peut être ridiculisé au possible. Non, bien sûr, il y a des modèles. Il y a des modèles qui sont les photojumeaux, les états expansés de conscience, même en Amérique, les travaux de Monroe, etc., sur les états modifiés de conscience. Il y a des focus, où certains focus, tu es hors temps, hors espace, certains focus, tu es carrément en connexion avec d'autres formes de vie. Et ces focus sont repérés, ils sont hors espace-temps. Et ça, c'est toute la teneur de l'espace-temps qui commence à être compris quand même, parce que à l'heure actuelle, on a un temps qui défile beaucoup plus vite qu'il ne défilait il y a 20 ou 30 ans. Parce que la fréquence planétaire montant, le temps étant une énergie liée à la fréquence justement du fond, qui est la fréquence qui, entre autres, qu'on peut mesurer avec la fréquence de Schumann, 733 Hz, c'est un temps qui rame, donc tu as l'impression d'avoir des journées interminables. Mais si tu es dans des fréquences qui montent comme elles montent actuellement à 20, 30, 40 Hz, attends, mais ta journée, elle a défilé, quoi. Et donc, oui, il y a des notions de tout ça. Il y a des notions de tout ça, mais elles ne sont pas considérées comme abordables, parce qu'elles débouchent sur, on pourrait dire, des plages de la physique qui sont réservées à l'armée, qui sont réservées. Tu veux dire qu'il y a des champs, en fait, d'expérimentation et de connaissances qui sont censurés. Qui sont censurés. Ah bah oui. Volontairement. Ah oui, tu as l'astrologue ou l'astrophysicien Petit, je ne sais plus son prénom. Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit. Alors lui, le nombre de fois où il a été censuré, il proposait des modèles, et puis on retrouvait ces modèles après dans ce qui existait déjà dans l'armée, quoi. Donc, bien sûr que c'est censuré. Ça l'est, même en médecine, tu as des choses qui sont censurées. Il n'en est pas question. Après, ça va. Pour quelle raison? On est confronté à des mondes qui ne sont pas forcément centrés sur que le bien-être. Hein. En apparence, ça peut être le cas. Mais dans la réalité, ce n'est pas forcément le cas. Tu as beaucoup d'avancées, même dans le domaine de l'énergie ou autre, on en est quand même toujours au pétrole. Tu peux quand même te poser la question, pourquoi on est toujours au pétrole? C'est intéressant le pétrole, hein. Il y a quand même des taxes, tu es obligé de passer par les pompes, tu ne peux pas aller aussi loin que tu veux, tu dépends de tes finances. Pourquoi on a toujours des fils électriques pour transmettre l'électricité, alors que par exemple pour les téléphones, on passe sans fil?
En même temps, ça passe toujours par des compteurs et il y a encore des taxes et des systèmes, donc des systèmes de contrôle. Hein. Donc ces systèmes-là existent pour tout. Donc là, c'est le domaine de l'énergie, mais c'est vrai aussi pour le domaine financier. Les emprunts, les machins, etc. Pourquoi tu as tout ça ? Le domaine de la médecine, c'est pareil. Pourquoi certains remèdes qui étaient hyper efficaces ont été retirés ? Parce qu'ils rapportent plus d'argent, mais pas que. Ils étaient peut-être trop efficaces. Il faut peut-être mieux... On a développé le caractère de l'entreprise dans la médecine, qui était moins le cas avant. Hein. Avant, c'était moins une entreprise. C'était plus un sacerdoce, en fait. Hein. Et la consultation, elle ne consistait pas à suivre un protocole. Elle était un échange dans... c'est ça qui est énorme, parce que tout est dans tout. L'humain, si tu veux, il est avoir, être et faire. Et l'être est lié au partage. Et dans une consultation, tu as un individu qui se présente comme étant en posture de « je me laisse faire », et tu en as un autre qui a un diplôme, qui est l'avoir, si tu veux. Mais en fait, c'est la relation d'être entre les deux qui fait l'échange et qui fait le soin. Si tu casses ça et que tu mets des protocoles que tu suis à la lettre, mais où est le partage ? Où est l'être ? L'être a disparu dans tout ça. Il ne reste plus que de l'avoir financier et du faire du protocole. Mais l'être, l'intelligence de l'être, l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle, celui qui va être dans son intuition et trouver la cause, il a disparu. Ce ne sont plus que des protocoles. Notre monde actuel, c'est beaucoup ça. On te demande de ne plus réfléchir. On te demande d'appliquer. Et du coup, on est formaté. Du coup, il faut des phénomènes de hasard que j'ai eu la chance de croiser pour qu'un jour tu te dises, non, finalement, peut-être que l'homéopathie, c'est pas si con. Et puis l'énergétique, j'ai été confronté à quelques petits trucs bizarres qui collent pas à la vie de tout le monde. Et là, tu te dis, mais attends, notre monde, il n'est pas tout à fait comme on me l'a dit. Les gosses ont ça. Puis on leur dit, mais non, ça n'existe pas, ça, casse-moi tout de suite tout ça, mets ça à la poubelle, mets-toi dans le moule. Alors j'ai eu de la chance, peut-être, c'est que moi, au moment où ça s'est présenté pour moi, c'était beaucoup plus tard, c'était pas gosse. Mais je me suis pas... Tu étais adulte, tu peux... Oui, j'ai vu des trucs un peu bizarres, si tu veux. Je commençais à voir des couleurs, des auras, des machins, à percevoir la douleur de l'autre à distance. Et donc, tu te dis, non, le monde n'est pas tel qu'on me l'a décrit. Il est autrement. Et à partir du moment où tu vas dans cet autrement, forcément, tu débouches sur des états de conscience plus expansés. Et en même temps, tu vois comment on a bloqué cette conscience des uns et des autres. Parce que j'ai rien de différent des autres. Les autres sont pareils. Une perception qui est un peu plus aiguisée. Non, il y a... Tu es sorti du moule plus tôt. Disons que les couches d'oignons ont glissé. Et donc, le germe était peut-être plus facilement accessible au bout d'un moment. Ça fait un peu comme, tu sais, des moucharabbiers, là. Et donc, j'ai pu voir certains trucs. Mais tout le monde, je l'affirme, est pareil. Tout le monde est comme ça. Hein. Alors, non, tout le monde, peut-être pas. Mais beaucoup. Tu disais qu'en fait, tout le monde a la possibilité, en fait, ouais. de recevoir et de comprendre certaines choses. Oui. Est-ce qu'il y a une méthode ? Est-ce que déjà, peut-être que le premier pas, ce serait de se poser des questions et d'être ouvert et d'être à l'écoute. Moi, je peux parler que de témoignages peut-être. Moi, je peux parler que de moi hein, là-dessus. Ouais. Extrêmement curieux, et fasciné par toute la connaissance, tout. C'est-à-dire, ça peut être de la physique, de la chimie, des maths, de la nature, des sciences. Tout me passionne en fait. Donc j'aime, et puis j'aime surtout faire des synthèses ou des liens entre les choses. Pour moi, c'est un kaléidoscope, mais c'est la même image qu'on voit sous l'effet de kaléidoscope. Et donc, si je sais mettre des liens entre les choses, je construis du coup
culture sous ses multiples angles. Voilà. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'il y avait cette dynamique. Mais en même temps, j'arrive pas à me poser uniquement dans un domaine. Donc il faut que je nourrisse quelque part ma curiosité avec des domaines complémentaires. Et ça me paraît de plus en plus logique parce que le monde est informationnel. Alors ça c'est un résumé énorme. Hein. Du coup tu peux considérer toute chose, objet, être vivant, décor, l'ensemble de l'univers comme informationnel. Ce qui veut dire que rien n'est redressable. Même un appareil technique, si tu le conçois comme étant un objet informationnel qui donc a des codes de fonctionnement comme des codes de fonctionnement d'un animal, d'un humain ou autre, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas toi-même à le réparer. Un jour, comme ça, j'ai eu mon téléphone portable qui était tombé en panne. Et je lui ai dit, bah, ça va être la batterie, c'est pas possible, je l'emmène chez le réparateur, tu vois. Et il me dit, ah ben non, je suis désolé pour vous, c'est pas la batterie, je l'ai mis en charge, j'ai fait tout ce que j'ai pu, c'est la carte mère. Et je me suis dit, ah c'est pas bon la carte mère. Parce que quelque part, si mon intérieur, mon extérieur se reflètent, je dois trop tirer sur ma carte mère. Mais en même temps, ça m'embêtait, parce que j'avais toutes mes photos, tu vois, j'y tenais quand même dans ce téléphone. Et là, carte mère abîmée, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux plus les récupérer, quoi. Alors j'ai utilisé les techniques des Russes, des Grabovoi, de Petrov, sur justement le traitement informationnel. J'ai mis mon téléphone devant moi et je me suis jeté dedans, mentalement évidemment, avec l'imaginaire. Il faut comprendre que quand tu pilotes dans le monde informationnel, tu peux que piloter avec ton imaginaire. Qu'est-ce que tu veux avoir d'autre? Tu ne vas pas embarquer ta voiture dans ton monde imaginaire. Ou alors il sera imaginaire. Ta voiture peut être imaginaire dans ton monde imaginaire. Et donc je vais au cœur de mon téléphone, je trouve la carte mère, tu vois. Je vois plein de points d'accroche, des circuits. Et puis je commence à balancer là-dedans des arcs électriques. Sous forme de code, c'est ça? Même pas, j'avais pas les codes. Tu vois, il y a des codes, il y a des séries numériques qui sont utilisables dans les techniques de Grabovoi. Non, en visualisation. Je visualisais des éclairs. C'est facile à faire. On a toute la technologie vidéo, toute l'imagerie qu'on veut maintenant. Donc tu peux utiliser ces imageries que tu as déjà vues, tu vois, quelque part. Et puis bon, bah voilà. Puis je l'ai rebranché. Et j'ai récupéré mes photos. Incroyable. Ouais, c'est impressionnant. Mais ces techniques-là, elles sont enseignées par les Russes dans les thérapies des guérisseurs russes, juste au cœur des cellules, quoi. L'idée, tu peux très bien imaginer que tu vas au cœur des cellules, ouvrir le livre de l'ADN et virer tout ce qui s'est collé là-dedans, qui n'a pas lieu d'être dans les liens des molécules entre elles. Donc enlever la pollution, on pourrait dire. La pollution, c'est quoi? C'est de l'information qui s'est collée là-dedans, qui n'a pas lieu d'être, et qui a réorienté l'évolution de ta cellule vers quelque chose de négatif, quoi. Si tu vires les choses qui ont été plaquées dedans, bah, le code est revenu à sa norme, et la cellule devrait retrouver sa fonction. Dans les techniques de guérison des guérisseurs russes, c'est ce qu'ils font. Et ils arrivent à guérir des choses apparemment incurables comme ça. Tu fais ce genre de choses sur les animaux. Je me souviens, c'était là que, quand tu as amené, on était en fin de vie, et chaque fois, en fait, tu me disais, enfin, je lui recharge les reins. Enfin, ah oui, ça c'est pas tout à fait pareil, mais c'est possible. Tu peux faire les deux. Quand tu recharges les reins, oui, parce que la batterie, on pourrait dire la batterie, c'est le rein. C'est l'énergie génétique en médecine chinoise. Et l'énergie génétique est portée par le rein. Et si tu le recoupes avec l'énergie génétique, c'est celle que tu reçois à la naissance, en fait. C'est le coup de rein qui donne la conception. Et donc, oui, tu le reçois une énergie, c'est le Big Bang. C'est le Big Bang. Le Big Bang et l'énergie génétique a propulsé l'expansion de l'univers. Ben, en petit, au niveau de l'humain, c'est le même principe. Tu as un Big Bang qui envoie une énergie, et bon, le spermatozoïde est chargé en plus de mitochondries à fond la caisse, et puis tout ça se rejoint et il se passe quelque chose. Donc il y a certainement un rapport entre cette énergie-là sacrée de reproduction et le Big Bang de départ. C'est un peu comme si on perpétuait ce phénomène.
dans un écosystème plus petit. Et donc à partir du moment où l'énergie, le coup de rein a été donné et que l'énergie génétique arrive, c'est l'énergie des cellules germinales, c'est des cellules de départ aussi fétales qui portent ça, totipotentes, et qui va aller après s'organiser en cellules embryonnaires au niveau de ton corps, mais tout ça dépendant de l'énergie génétique. Et elle est donc centralisée principalement comme organe au niveau du rein, qui est un organe qui ne se régénère pas comme le foie, qui se dégrade. Ah bon? Il se régénère pas Et non, c'est là que c'est terrible, c'est que quand le rein est vraiment dégommé, tu es obligé de faire une greffe du rein, quoi. Alors que le foie, tu peux en couper des morceaux, ça marche pas pareil. En fait, dans l'histoire des organes, tu peux considérer que tu as des organes qui sont plus végétaux, dans l'image d'organisation, comme le foie par exemple. Et puis tu as des organes qui sont plus bloqués dans leur schéma. Et le rein est plus comme ça. Et la surrénale sécrète la DHEA, qui est l'hormone de la longévité. Donc ça corrobore, si tu veux, cette histoire. Parce que quand ton taux de DHEA arrive à 0, t'es foutu, c'est la fin de ton obsolescence. Tu arrives au bout de l'obsolescence de ta réalité. Génétique, l'obsolescence génétique. Ce qui fait que si tu arrives à remonter l'énergie du rein, tu reboostes le tout. L'image que je donne, c'est un peu... tu as un torrent, tu es jeune, tu as un plein débit, tu peux mettre des cailloux dedans, boire du coca, dormir, t'en coucher à 4 h du matin, ça passe quoi. Parce que tu as un tel flot que, bon. Mais si tu cumules des caillasses et des rochers dans ton truc, ça va finir quand même par se les faire sentir. Mais en vieillissant, le débit est plus faible et les cailloux commencent à bloquer le débit. Donc la technique sur un animal qui est faible, qui n'arrive plus à se mettre debout, une personne âgée, c'est pareil. Ouais. Tu as deux solutions en fait. Ou plutôt tu as intérêt à faire les deux méthodes. Un, de remonter le courant, donc effectivement tu boostes le rein. Et deux, tu enlèves un maximum de cailloux. Du coup, le circuit se remet à circuler correctement et ça repart pour un moment. Et ça, tu arrives à le faire mentalement en fait. Alors ça, je le fais avec les points d'acupuncture, okay. En énergétique directe. Je ne mets pas d'aiguille, moi. Enfin, très peu. Ouais. Mais c'est vraiment du magnétisme. De toute façon, cette histoire-là, c'est de l'électricité. Tu n'as pas de vie sans électricité. Une vie, c'est forcément l'électricité. C'est le principe des ampoules et de l'électricité qui éclaire les ampoules. Tu peux casser l'ampoule, de toute façon, la vie n'est pas l'ampoule. Elle est manifestée par l'ampoule. L'électricité qui passe dans l'ampoule et qui l'éclaire, c'est la manifestation de l'électricité, c'est pas l'ampoule. Bon, ben c'est pareil pour ton corps. Hein. S'il n'y a pas d'électricité au cœur de tes cellules, il n'y a pas de vie. Hein. C'est l'électrocardiogramme plat, l'électroencéphalogramme plat, tout ça, c'est des preuves qu'il y a de l'électricité partout. Hein. Donc, quand tu reboostes la charge la charge électrique, on pourrait dire, du rein, tu relances la DHEA et c'est reparti. Donc ça, c'est une technique. L'autre technique qui consisterait à réveiller on pourrait dire l'onde de forme du rein, le potentiel cellulaire du rein, ça c'est autre chose. Oui, effectivement, tu peux aller dans ton imaginaire et considérer l'organe dans sa trame informationnelle. Et là, la réparer. Voire la régénérer. Et ça, c'est des techniques que font très bien. Tu as Petrov, encore un guérisseur russe, qui a régénéré ses 2 reins comme ça. C'est une autre technique. Il faut comprendre que la vie est rattachée à l'électricité, mais l'électricité porte de l'information, sinon tu n'aurais pas de transistor, tu n'aurais pas de télé, tu n'aurais même pas de téléphone. Après cette information, tu as des supports de perception ou de réception de l'information. Tes bras, tes membres, c'est des antennes, avec des points sémantiques pour les Chinois, c'est-à-dire des longueurs de réception, du chaud, du froid, et puis tu as une antenne scalaire, c'est-à-dire une boule sur un bâton. Donc l'humain est un être électrique, émetteur-récepteur, et en même temps il scanne des informations multiples. Donc qui peuvent être de l'ordre du physique, de la température, du froid, machin, mais en même temps des informations qu'il entend, sensorielles, puis en même temps des perceptions directes de l'énergie, et puis en même temps un état de channeling, parce qu'une antenne scalaire, c'est capable de recevoir des ondes scalaires qui défilent sur des grandes distances, sans perte d'énergie.
Donc quand tu reçois une intuition ou une idée, la grande majorité des gens pensent que ça vient d'eux. Ben, qu'est-ce qui te fait croire que ça vient de toi? Tu baignes dans un champ de conscience. Tu as des idées partout. Tu as des gens qui trouvent des idées partout. Ils veulent écrire un truc. Il y en a qui trouvent des idées en même temps. Mais oui. C'est-à-dire que les idées sont dans l'air, en fait. Exactement. On les capte. Tu veux écrire un truc, tu es obligé d'être sur ta feuille et de faire un vide. Pourquoi tu fais le vide? Puisque ça vient de toi. Tu veux donc chercher dans le vide quelque chose. Donc ça vient a priori pas de toi. Ça vient du vide. Ce vide est peut-être plein. C'est compliqué cette histoire. Et donc quand tu fais un soin, c'est le même principe d'ailleurs. Quelque part, tu es sur ton truc, tu as une intention. Tu as une interaction relationnelle. Je dis, tu es dans l'être, tu es dans une relation de cœur. Et en même temps, tu es dans ce vide qui a la capacité de créer. Et donc le soin, c'est tout ça. Tu as vu les films, les longs métrages Oui, moi j'aime les films, oui. Tu vois, lorsque tu me parlais d'électricité, de vie, etc., ça m'a fait penser à Frankenstein. Ouais. Qui est devenu un film, mais qui était un livre, en tout cas, à la base. Qu'est-ce que tu penses d'un film comme Matrix? Lorsque je t'entends parler j'ai beaucoup. Je l'ai vu. Je l'ai tellement vu, Matrix. Incroyable. Oui, c'est incroyable, mais les films sont. C'est compliqué, les films. Tu ne sais pas si c'est une révélation, une proposition ou la preuve, l'attente de ton acceptation d'être dans un espèce d'enfermement. On ne sait pas si c'est une utopie ou c'est une vérité cachée. Toujours est-il qu'on peut te dire, vous étiez au courant puisque vous avez été voir le film. C'était une utopie. Qui vous l'a dit? C'était une utopie.